Europe 1. Il est 8h34, Maxime Switek. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Maxime. La revue de presse avec vous, et ce matin Bruno, le train-train de l'actualité jette un froid. Oui, car dans nos journaux ce matin, l'actualité est extrêmement paradoxale. En effet, si la grande majorité des thèmes qui dominent les unes semblent tout droit sortis de l'ère glaciaire, si ça sent méchamment le réchauffer tous azimuts, la lecture de la presse a malgré tout de quoi nous plonger dans l'effroi. Et en tête de train-train, on trouve bien sûr la réforme de la SNCF. SNCF, le gouvernement lance la bataille du rail. C'est le titre que s'est choisi Le Figaro, tandis que Le Figaro a opté pour la nouvelle, c'est Libération, pardon, qui a opté pour la nouvelle bataille du rail. Alors nouvelle, c'est pas sûr, car l'Obs nous le rappelle dès le début du papier que Claude Soula consacre au sujet. En 1995 déjà, des trains à l'arrêt avaient bloqué le pays car la réforme Juppé avait fait défiler plus de 2 millions de personnes dans les rues. Et si le thème n'est pas neuf, la manière de le traiter ne l'est pas davantage, car dans la presse du jour, on retrouve un bon vieil affrontement gauche-droite. Dans Le Figaro, Gaëtan de Capelle somme le gouvernement de tenir bon, car, écrit-il, le statu quo n'est plus tenable. L'éditorialiste du journal redoute une exploitation syndicale et fustige des organisations qui ont transformé la SNCF en un bastion corporatiste qui refuse que l'on touche au moindre poil de cette vache sacrée. Et au même moment, de l'autre côté du spectre éditorial, on trouve Laurent Geoffrin qui, dans les colonnes de son journal Libération, fait allègrement passer Emmanuel Macron pour un tonton flingueur de la SNCF. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Et oui, parce que c'est le recours très vraisemblable aux ordonnances qui ne lui plaît pas du tout et qui lui fait comparer Macron à Bonaparte, rien que ça, coupable de sortir de son bicorne des réformes à la hussarde et de désigner des travailleurs du train comme des privilégiés dont les avantages ne seraient plus de saison. À l'étranger, Bruno, c'est la situation en Syrie qui intéresse les journaux et qui fait froid dans le dos. Oui, car si là encore le sujet n'est malheureusement pas nouveau, les sommets qui viennent d'y être atteints en matière de barbarie et de cynisme diplomatique jettent un froid polaire. L'image de la barbarie, vous la trouverez dans Libération avec cette photo qui occupe une demi-page du journal. C'est celle d'Omar. Il a 10 ans, il habite la Ghouta, il a été blessé hier par les bombardements de Bachar el-Assad et il a le visage constellé de petites plaies au point que l'on peine à distinguer ses grands yeux noirs. Quant au cynisme diplomatique, il est merveilleusement décrypté par le Huffington Post qui nous explique que si les frappes ont continué durant toute la journée de dimanche, en dépit du cessez-le-feu adopté par l'ONU, c'est parce que le ver était dans le fruit, ou plutôt dans la résolution, écrit Jade Tousset, qui précise que le texte qu'ont paraphé les Russes stipule que la cessation des hostilités ne s'applique pas aux opérations menées contre Daesh, Al-Qaïda ou contre le front Al-Nosra, et que, par conséquent, il suffit donc de dire que l'on s'attaque à des terroristes pour continuer à bombarder tranquillement des femmes et des enfants. Alors dans ce contexte glaçant, on apprend dans Le Parisien aujourd'hui en France que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, va prendre le Paris-Moscou pour aller dire aux diplomates russes tout le mal qu'ils pensent de leur attitude. Seulement voilà, en lisant le journal, on doute un peu de sa capacité à leur tenir tête et à leur dire, comme Georges Marchais l'avait fait contre des journalistes, pas contre les Russes, en son temps. Si vous menez l'interview de cette manière, je me lève et je vais me promener dans les rues de Moscou. Si Jean-Yves Le Drian s'apprête donc à prendre le Paris-Moscou, c'est plutôt le Moscou-Paris qui passionne la presse ce matin. Oui, le Moscou-Paris, vous le savez Maxime, c'est le petit nom du très méchant courant d'air qui nous arrive de l'Est, et le froid glacial, il est à la une de toute la presse régionale. Tous aux abris face au grand froid, nous recommande Ouest France. Un coup de froid sibérien, prévient le Courrier Picard, tandis que la Nouvelle République nous annonce une longue semaine sibérienne, car oui mes enfants, aussi incroyable que ça puisse paraître en pleine époque de réchauffement climatique, il va faire froid en hiver. Alors, tous ceux qui se lamentent devant ce traitement un peu réchauffé de l'actualité pourront aller passer leurs nerfs et leurs déconvenus sur le site de l'Obs qui, sous la plume de Sylvain Courage, consacre un papier remarquable à Albert Camus qui, nous dit notre confrère, trouvait le journalisme souvent décevant et fustigeait la paresse de la presse, sans blague. Et dans ce climat glacial, Mediapart publie des révélations au sujet de Gérald Darmanin. Oui, là c'est la suite du train-train désormais quotidien des balancements de porc
l'auteur présumé. Alors on ne sait pas bien ce qu'Albert Camus aurait pensé de tout ça, car si comme le titre le site d'information, la deuxième plaignante livre son récit, l'information fait un peu pchit, puisque celle qui se fait appeler Sarah déclare à nos confrères « Gérald Darmanin a abusé de moi, mais il ne m'a pas forcé à avoir des relations sexuelles avec lui. » Pas forcé. Bon, allez, on pourra quand même conseiller au ministre des Comptes publics, qui avoue lui-même dans la revue Charles qu'il se considère comme un dragueur un peu lourd, de se pencher très sérieusement sur la lecture du mensuel Psychologie Magazine, qui consacre un chaud dossier aux rêves sexuels, où l'on apprend qu'il ne faut jamais prendre ses rêves au premier degré. Ça le rafraîchira peut-être. Et puis Maxime, pour en finir avec le ronron de l'information, difficile ce matin de terminer cette revue de presse sans signaler aussi que celle qui était à l'instant votre invitée, Sylvie Vartan, est également dans Le Parisien et dans Le Figaro. Elle y fait part de son malaise face aux affaires d'héritage et affirme que c'est un vaudeville sordide. Difficile de ne pas être d'accord avec elle. Alors même si, comme on peut le lire dans la presse, le linge sale des Hallyday s'est toujours lavé en public, il y a des jours où, en dépit du train-train, les turpitudes de la famille de Jean-Philippe Smet, on préférerait franchement avoir autre chose à se mettre sous la dent. Bonne journée. Europe 1.